Lisa, Alexandre, merci de m'avoir invité pour parler des plantes médicinales. De rien. Nous sommes ici, tout près de Nancy. Dans notre dos, là-bas, c'est la vallée de la Moselle, Oui, c'est ça. qui se tortille doucement. Et comme en chemin, j'ai perdu ma voix, On est remarqué. je vous propose d'aller tout de suite chez un médecin pour qu'il puisse me donner un remède à partir de plantes. Et peut-être que, grâce à cela, je pourrai de nouveau parler. D'accord. Si j'ai bien compris, docteur, du côté de ma voix, rien n'est perdu, il y a de l'espoir. Je viens de vous examiner, donc vous avez la voix un petit peu cassée. Les cordes vocales doivent être fatiguées. Un petit coup de froid là-dessus. Donc vous allez prendre un peu de belladone, puisque vous deviez avoir un peu de fièvre. Ça va vous permettre de l'éclaircir. Prendre Mercurius solubilis, qui est le grand remède des inflammations au niveau de la gorge. Et vous allez pouvoir prendre un petit peu d'arnica, qui va vous permettre de regagner votre voix et qu'elle ne soit plus aussi fatiguée. Quels sont les médicaments que vous donnez le plus souvent aux enfants? Les enfants, souvent, ce sont des enfants qui sont un petit peu sensibles. Donc il y a la camomille, que toutes les mamans connaissent, et que l'on prescrit en haute dilution. Parce que si on prescrit en basse dilution, on va aggraver le problème des enfants, on va aggraver la sensibilité, donc on va le prescrire en haute dilution. Et chez les enfants, par exemple, qui ont mal digéré, ou qui ont mangé trop de bonbons, ou qui ont mal au ventre, on va avoir Nux vomica, l'anneau vomique. Merci beaucoup. Merci. On va vite aller acheter de la belladone, du mercure et puis de l'arnica. Et avec tout ça en dose homéopathique, ça devrait fonctionner. Est-ce que tu as un jardin, Lisa? Oui, j'en ai un. Tu peux nous y conduire? Oui, J'aimerais voir si dedans il y a des plantes médicinales. d'accord. Bah tiens, regarde, il y a du thym là. C'est une plante médicinale, non? Ah oui, c'est une plante médicinale, le thym. Alors thym, serpolet, c'est une affaire de spécialistes. Là-dessus, moi, je ne tranche pas. Mais c'est vrai que le thym est connu depuis la plus haute antiquité. En Grèce, justement, même jusqu'en Égypte, on connaît le thym. On s'en servait pour embaumer les morts. Et là-bas, à cette époque-là, déjà, les femmes qui étaient soucieuses de leur beauté, eh bien, se fabriquaient des produits de beauté à partir de thym. Tu te rends compte un peu? Alors, c'est vraiment une plante magique. On peut même considérer que c'est une sorte de panacée. Elle entre dans plein de médications. Voilà cette plante. On la trouve très souvent comme ça dans les terrains vagues, accrochés au mur ou au pied des murs. C'est la calidoine. Autrefois, on racontait une belle histoire à son sujet. On disait que les hirondelles, lorsqu'elles avaient dans leur nid un poussin qui ne voyait pas clair, elles venaient chercher un petit brin de calidoine et regardez ce qui se passe quand je brise la tige de la calidoine. Il se forme une petite perle toute jaune. Eh bien, ce sucre, au bout de la brindille, elle le ramenait au nid et elle frottait les yeux du poussin avec ça. Et ainsi, il pouvait retrouver la vue. D'accord? Alors surtout, ne faites jamais ça. Parce que ça, dans les yeux, ça fait vraiment très mal. Il n'empêche que quand on l'appelle herbe à verrues, cette calidoine, eh bien, on a raison. Parce que quand on a des verrues, on peut effectivement se mettre un petit peu de ce sucre de calidoine sur la verrue. Les herbes à verrues, il y en a dans le monde entier. Sur tous les continents, il y en a. Elles sont toutes différentes, elles ne se ressemblent pas. La preuve, j'en ai rencontré il n'y a pas très longtemps, sur un petit bout de terre française, en Amérique du Sud. C'était en Guyane. Alors la Guyane, vous imaginez, c'est presque sous l'équateur. Le climat est équatorial, il fait chaud, il fait humide. Et en Guyane française, il y a un marais qu'on appelle le marais de Caux. J'étais en bateau sur le marais. Et dans le fond du marais, qu'est-ce que je vois? Un mur de végétation. Alors je me dirige en bateau vers ce mur de végétation. Et les plantes, c'était des moukou-moukou. C'est le nom qu'on leur donne sur le terrain là-bas. Ces moukou-moukou, c'était quoi en réalité? C'est des plantes de la famille des rhododendrons. Eh bien, quand on touche le moukou-moukou, aussitôt qu'on le touche, on est pris de démangeaisons, de brûlures même, et ça fait des cloques. Tout simplement parce que la sève du moukou-moukou, eh bien, elle est très agressive. Et les Amérindiens s'en servent pour aussi faire disparaître les verrues. C'est quoi cette ligne de chemin de fer? C'est la ligne qui vient de Toul pour aller à Neufchâteau. Comment elles font toutes ces plantes pour pousser dans les cailloux? Ah bah oui, bonne remarque, c'est un milieu vraiment très particulier, une voie ferrée. Il y a des pierres, et ces pierres prennent de la chaleur, tu vois, dans la journée, comme en ce moment. Elles restituent cette chaleur aussi, ce qui fait que les plantes sont toujours dans quelque chose de chaud. Et quand il pleut, eh bien l'eau rentre dans le ballast. Donc il faut des plantes vraiment qui soient résistantes, qui soient déjà bien adaptées à ces conditions-là. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas foule quand même sur la voie ferrée là. C'est clair? Eh, mais regarde plutôt cette plante. Elle est magnifique, non?
C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Ce sont des ancolis. Alors les ancolis appartiennent à la même famille que les boutons d'or. Ça se voit, non? Pas vraiment quand même. Hein. Non, plutôt. Chez les renonculacées, il y a vraiment des formes très très différentes. L'ancolie appartient aux renonculacées. Alors quand on regarde ça d'un peu plus près, regardez, on comprend mieux pourquoi on a donné ce nom d'ancolie à cette plante. Ancolie, ça vient de aquila. Et aquila, en latin, c'est l'aigle. Le bec crochu de l'aigle. Hein? Oui, et les pattes aussi. Ah oui, c'est ça, les cerfs aussi. Oui, tu as raison, tiens. Ça ressemble, c'est vrai, aux cerfs de l'aigle. Voilà. Alors, il est interdit de se faire une tisane avec cette plante. Hein, parce que chez les renonculacées, eh bien, il y a des principes actifs très puissants, notamment un principe qui vient de produits qu'on appelle des alcaloïdes. Et les alcaloïdes, attention, hein, à manier avec des pincettes. Tout simplement parce que, entre autres, dans cet alcooli, il y a un alcaloïde qui agit sur le cœur et sur le système respiratoire. Alors, pas question de se faire une tisane. Hein. Voilà le représentant sauvage de l'une de nos plus jolies fleurs, le rosier sauvage, l'églantier. Vous avez vu comme il est beau? Ah oui, magnifique. Alors, pas facile à déterminer entre eux, les églantiers. Il y a un petit truc, on ne s'intéresse pas aux fleurs, on ne s'intéresse pas aux feuilles, mais aux petites glandes que vous voyez, les fleurs ont ici, là. Les petits poils, on les écrase un peu comme ça. Hein. Doucement, hein, sans bousiller la fleur. Puis on sent. C'est une odeur agréable. Ça sent un peu le camphre. Hein. Alors, il y en a qui sentent la pomme, il y en a qui sentent la pêche, etc. Et ça permet de mieux les déterminer. Donc, on les détermine à l'odeur. Alors, vous savez que cette plante, son nom latin, c'est Rosa canina. Canina, c'est chien. D'accord, en latin. Et pourquoi est-ce qu'on l'a appelé comme ça, d'après vous? Parce qu'on pensait que les racines permettaient de combattre la rage. La rage, hein, qui est souvent véhiculée par les chiens, les loups aussi. Hein. Alors voilà. Le fruit, vous le connaissez. Bon, là, on est au printemps, hein, il n'y a pas de fruits encore. Mais il y en aura cet automne. Ce sont des espèces de petites boules, hein, un peu écrasées. Ça ressemble plutôt à un petit ballon de rugby. On appelle ça cynorhodon. Cet automne, je me promène dans la montagne et je vois une grand-mère en train de récolter les cynorhodons comme ça. C'est plutôt une espèce de capsule, une enveloppe, dont la pulpe est bonne à manger. C'est bourré de vitamine C. Hein. Attention, hein, vous pouvez en manger, faire de la confiture avec. Le fruit se trouve à l'intérieur. Il y en a même plusieurs. Ce sont des petits noyaux recouverts de poils. Les gratte-culs. Ah oui. Regardez là-haut, Quoi? Où ça? il y a une orchidée. Comment tu fais pour la voir? Tu la vois? Ouais, mais mes élèves m'appelaient œil de lynx. Alors, c'est une orchidée, très certainement une orchidée bouc. Allez, on y va? Ouais. Bon, c'est pas le premier arrivé, hein. Non, ça sent pas très bon. Hein. Ça sent le bouc. On l'appelle orchidée bouc pour ça. Elle peut atteindre 1 mètre de hauteur. 1 mètre? Ouais. C'est beau, hein? Ouais. Oui. Et je sais pas à quoi ça sert. Regardez ce feu d'artifice. Waouh. Allez, on s'approche. C'est superbe. Ouais. Ce sont des œillets. Et ce sont des œillets que j'ai déjà vus dans la Chartreuse. Vous savez où c'est la Chartreuse? Non. Ce sont les Préalpes, hein, Chartreuse, Vercors. Ah oui. C'est tout près de Grenoble. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici alors? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a été amenée, hein, à emporter, naturellement ou pas, je ne sais pas, mais enfin bref, elle est là. Mais en tout cas, c'est une plante intéressante. On considère que ce sont les compagnons de Saint-Louis qui ont introduit cet œillet en France. Alors à quelle occasion? Voilà, c'est une petite histoire encore à raconter. Vous connaissez la peste? Oui. Bon, et la peste sévissait en Tunisie, et Saint-Louis était bloqué à côté de Tunis. Il y a eu une épidémie de peste terrible, les gens mouraient comme des mouches, vraiment c'était une catastrophe, et les croisés ont remarqué que les gens qui habitaient là-bas se faisaient des boissons avec cet œillet. Et ces boissons avaient le pouvoir de réduire la fièvre, et quelquefois même, dit-on, de guérir. Et ça a marché vraiment? Ça a marché, je ne sais pas trop. En tout cas, Saint-Louis est mort de la peste aux portes de Tunis. Donc ça n'a pas dû marcher pour Saint-Louis, la preuve. Mais il n'empêche qu'ils ont amené cette plante ici. Et on l'utilise encore, hein, depuis des générations et des générations. Non pas pour combattre la peste, mais pour combattre la fièvre. C'est joli, hein, quand même. Regardez comme c'est beau. Ouais.
Dis Michel, tu me parles des plantes comme si c'était des médicaments. Certaines sont des médicaments. Pendant des milliers et encore des milliers d'années et des milliers d'années, elles ont inventé des molécules chimiques que l'homme est absolument incapable aujourd'hui de reproduire. Certaines d'entre elles en tout cas. On peut donc considérer que les plantes, ce sont de véritables usines chimiques. Comment ça, des usines chimiques? Ah, sur ce coup-là, je vous sens un peu sceptiques tous les deux. Oui, Ouais. des usines chimiques. Bah, je vous propose de poser la même question à Frédéric Bourgault. Vous verrez bien ce qu'il va vous répondre, c'est un spécialiste. Michel m'a dit que les plantes fonctionnaient comme des usines. C'est plus qu'exact. Toutes les plantes en fait synthétisent, produisent, fabriquent des molécules. Certaines sont très connues, nous servent à notre alimentation, et d'autres elles sont utilisées comme médicaments. Alors parmi ces molécules, il y a des molécules très sophistiquées qu'il est absolument impossible de reproduire. Effectivement, les plantes sont capables, avec leurs petites mains, on peut dire, de fabriquer des molécules qu'on sait caractériser aujourd'hui, qu'on sait décrire, mais qu'on ne sait pas fabriquer artificiellement en laboratoire par chimie de synthèse. En fait, on parle de datura. Est-ce qu'il y a quelque chose là de contemporain, une utilisation moderne du datura aujourd'hui? C'est une plante qui est une plante modèle dans mon laboratoire, qui nous a servi à mettre au point un dispositif qui permet de produire des molécules donc à usage pharmaceutique sans qu'on ait besoin de tuer les plantes. Donc ça, c'est le principe. On ne détruit pas la ressource, on cultive la plante comme on ferait une culture de concombre ou de salade. Donc, dans un milieu qui est un milieu nutritif, on voit qu'il y a de l'eau ici, les plantes sont sur un radeau flottant. Et nous, le truc qu'on apporte au travers de nos recherches, c'est qu'on est capable de faire sortir les molécules qui sont normalement contenues dans la plante. On les fait sortir dans ce milieu nutritif, dans cette eau, et on les piège de manière à pouvoir ensuite purifier la molécule sans tuer le végétal. Le datura synthétise des alcaloïdes, principalement de la scopolamine et de l'iocyanine. Ce sont des noms un peu compliqués, mais en fait c'est utilisé très, très couramment en ophtalmologie. Je vois toi, tu en as utilisé sans le savoir probablement, parce que quand le médecin qui t'a ausculté t'a fait un fond d'œil, il a dû te mettre une goutte de produit qui contient des extraits d'alcaloïdes de datura. Toute la plante est toxique chez datura. Oui. La fleur, Oui. la feuille, Oui. la tige, la Oui. racine, Oui. le fruit. Oui. Oui. On en trouve dans les jardins publics. Oui, comme souvent avec les plantes, on pense que c'est dans la nature et tout ça est extrêmement beau, extrêmement favorable, mais il y a aussi des côtés avec lesquels il faut faire attention, c'est tous les toxiques qu'elles peuvent contenir. Donc ça, le datura, il ne faut pas le manger, c'est sûr. On va aller voir de près les ifs qui sont là, parce que là, il y a vraiment des choses importantes à dire aussi. Voilà une plante, je ne me trompe pas, qui contient des principes actifs Oui. contre certains cancers. C'est ça. Et elle a été tellement demandée à une époque, et je crois notamment par des laboratoires américains, qu'elle a quasiment failli disparaître de certaines régions. Oui, oui, tout à fait. En fait, il y a certaines variétés d'ifs, certaines espèces qui ont été un petit peu trop récoltées suite à la découverte de cette molécule. Et il y a eu même des interdictions de poser sur interdictions qui portaient sur on n'a plus le droit de taper dans la ressource naturelle, dans les forêts d'ifs, parce que sinon on court à l'extinction de la ressource. Alors heureusement, on a trouvé par la suite de nouveaux procédés de production à partir de l'if. En fait, au départ, à la découverte de la molécule, on pensait que la molécule était uniquement dans l'écorce. Et donc il fallait attendre que l'if soit âgé, de 150 ans, de manière à le récolter, mais à le détruire en fait aussi, pour recueillir quelques dizaines de milligrammes de substances. Par la suite, on s'est aperçu que certaines variétés, en particulier d'ifs européens, comme le Taxus baccata, contenaient aussi des molécules dans les aiguilles. Et donc là, on peut récolter les aiguilles, et puis laisser repousser, et puis faire une récolte par an, donc sans qu'on détruise la ressource. C'est un peu l'équateur ici, hein. Vous ne trouvez pas, hein. Il fait vraiment très chaud. Et alors ça évoque pour moi justement l'équateur. Je me suis déplacé un peu en Guyane, je suis allé le long de l'Atlantique, dans un village à Awala Yalimapo. Là, j'ai rencontré des Amérindiens et il y avait un chaman qui a bien voulu me montrer comment il était capable, par ses médicaments, par ses préparations, de soigner le stress, d'abattre le stress, si j'ose dire, chez un patient. Et ce produit qu'il a fabriqué sous mes yeux, qui était destiné à un patient qui subissait un stress très fort, il l'a étendu sur le corps du patient et je peux vous certifier que ça a marché, quoi.
On arrive au bout du bout. Ah On ouais, a entre deux eaux, la Moselle à gauche. Et ça doit être un bras mort. Ah ouais, c'est un bras mort. Il y a même du lierre. Ah oui. Vous savez qu'autrefois, le lierre, comme c'est une plante grimpante, comme la vigne, eh bien, on pensait que c'était l'ennemi de la vigne. Enfin, plutôt, on pensait qu'elle permettait d'éviter l'ivresse. Mais pourquoi? Alors, bon, on raconte que le dieu Bacchus, hein, le dieu de la vigne chez les Romains, avait autour de la tête une couronne de lierre. Alors, peut-être pour se protéger aussi des effets du vin, on ne sait pas, hein. Mais c'est peut-être aussi pour ça que les poètes sous l'Antiquité, avant d'attaquer un festin, eh bien, eux aussi se mettaient une couronne de lierre autour de la tête. Mais au Moyen-Âge, on est certain de ça, au Moyen-Âge, on croyait probablement encore à tout ça parce qu'on taillait des gobelets pour boire le vin dans le bois du lierre. Mais on peut s'en servir en médecine aussi? Bah, elle a été utilisée en médecine pendant très longtemps, puis encore aujourd'hui, on peut le faire. Mais c'est encore une fois une plante à utiliser en connaissant bien les recettes. Mais en tout cas, on s'en sert pour combattre les maux de dents, les névralgies, les rhumatismes, les sciatiques, les jambes lourdes. Hein. Mais bon, encore une fois, prudence. Hein, prudence, parce que c'est vraiment une question de dosage. Hein. Oh, regarde, Michel, il y a des fleurs jaunes. C'est quoi? Ce sont des iris jaunes. Il y en a là aussi, regardez. Ah ouais. C'est joli, hein? C'est la fleur de Louis. Vous avez entendu parler de la fleur de Louis? Non. On parle de Louis VII. Louis VII le Jeune, le roi de France, Ah oui. hein, qui a régné de 1137 à 1180. Voilà, sa fleur préférée. Alors, il l'aimait tellement, cette fleur, qu'il en mettait partout autour de chez lui. À tel point que les gens qui vivaient autour du château disaient « Tiens, c'est la fleur de Louis ». Et de fleur de Louis, c'est devenu la fleur de lys. Alors, pour la petite histoire quand même, Louis VII était marié avec Aliénor d'Aquitaine. Bah, ils ne s'entendaient pas, ils ont divorcé. Et ça, c'est à l'origine de la guerre de 100 ans. Ça veut dire que pendant 100 ans, oh, pas tout à fait, il y a eu des interruptions, les gens sont tapés dessus. Ils se sont fait des blessures. Et bien grâce à la fleur de l'iris jaune, surtout à sa sève, eh bien, on peut guérir les hémorragies. On peut guérir les blessures. Donc elle n'est pas toxique. Elle n'est pas toxique, non, non, non. Mais elle est vraiment très, très efficace dans cette pratique-là. Vous vous rappellerez? Mais qu'est-ce que c'est encore que cette sève? Vous avez vu cette épaisseur d'herbe? Ah oui, il y en a beaucoup. Ah, il y a surtout des graminées. Ouais, ce sont ces grandes plantes là, qui se dressent. Toutes ces fleurs jaunes, eh bien, ce sont des salsifis. Ouais, des grands salsifis, ils sont très très beaux. Alors, on peut les confondre avec l'arnica, qui est une plante médicinale. On en reparlera tout à l'heure. Alors voilà le salsifis, je vous le présente. Alors si vous êtes affamé, c'est pas compliqué, vous prenez un peu de feuilles de salsifis, vous pouvez faire une bonne salade avec ça. Mais si vous avez encore faim, eh bien, vous arrachez la plante, comme je vais le faire moi. Oh, je l'ai loupé. Oh si, ça va quand même. Et vous voyez, il y a des racines, une espèce de grande racine qui ressemble à une carotte, qui ressemble à un salsifis. Et bien cette racine, vous pouvez la manger, vous la faites cuire, et c'est vraiment très très bon. Alors on n'en mange plus beaucoup aujourd'hui de salsifis, c'est dommage. Le salsifis cultivé ressemble à celui-là, sauf que sa couleur n'est pas la même, il est bleu. Pour trouver de l'arnica, vous connaissez l'arnica? Oui. Alors ça sert à quoi l'arnica? Bah pour les combattures, tout ça. Ouais, pour les courbatures, les entorses, les luxations, tout ça, les déchirures musculaires. Qu'est-ce qu'on fait? On met des petites granules sous la langue. Oui, qui sont un peu sucrés. Mais vous pouvez aussi prendre la voiture et puis aller faire un tour dans les Vosges, aller faire un tour dans les Alpes, et là vous trouverez de l'arnica en ce moment. Et de temps en temps, moi c'est ce que je fais. Je vais dans un endroit que j'aime beaucoup, c'est dans les Alpes du Sud, c'est dans la vallée de l'Ubaye, c'est vers Barcelonnette, paysage extraordinaire. Et en ce moment, il y a une explosion de fleurs. On a de l'herbe jusqu'au ventre, et là il y a des taches de couleurs partout, il y a des formes extraordinaires. Et au milieu de tout ça, il n'y a pas de salsifis, il y a de l'arnica. Alors l'arnica, on cueille la plante et on récolte les pétales de la fleur. Les pétales, on les fait sécher à l'ombre. On les stocke. Et quand on a une entorse, une foulure, on peut utiliser la plante.
regarde un coquelicot. Ah, un cocorico. On l'appelait Cocorico? comme ça au XVIe siècle. Oui, oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai, bien sûr. Alors depuis, on l'a quand même débaptisé et on l'a appelé cocorico. C'est plus facile quand même. Oh, regardez là-bas des cocoricots. Non. Voilà, mais c'est une vraie histoire. Hein. Alors on l'appelait comme ça tout simplement parce que, vous voyez, ces pétales sont rouges et ça rappelle la crête du coq. Elle sert à guérir quoi? Ça sert à calmer la toux, à calmer les angines, tu vois, les enrouements. Je devrais bien m'en servir en ce moment, moi, hein. Oui. Qu'est-ce qu'on récupère dans la plante? On récupère les pétales. On ne les froisse pas, on les étale sur un papier, on les laisse sécher à l'ombre, tranquille, peinard, faut pas les brusquer. Et pourquoi à l'ombre? Parce qu'il ne faut pas que ça sèche violemment. Sinon, tu as des plantes, quand elles sèchent violemment comme ça, elles perdent leur principe actif. Tu vois? Donc du coup, on ne les stresse pas. Et puis on les met dans un bocal, et quand on en a besoin, on les ressort. Et on en a besoin quand, d'après vous? Moi, j'en ai besoin en ce moment. J'ai un peu mal à la gorge, je suis enroué. Hein, quand Pour on a les une angines. bronchite, ouais, les angines, les rhumes, tout ça, on s'en prend de ces pétales, hein, bien conservés. On en prend 5 grammes à peu près, 4-5 grammes. On jette tout ça dans un litre d'eau, on en fait une bonne infusion, on attend que ça refroidisse un peu, et puis on peut en boire comme ça 4 ou 5 tasses dans la journée. C'est vraiment très efficace. Vous avez vu cette cascade? Ouais, elle est vachement belle. Une cascade de fleurs jaunes. C'est quoi comme plante? On l'appelle cytise. Ouais, c'est un arbre, oui. Et elle a une légende? Alors, c'est presque une légende. En tout cas, c'est une plante qui atteste de ce que je vais vous dire. L'habit ne fait pas de moine. Vous voyez, elle est très belle, Oui. et pourtant elle est très dangereuse. C'est une plante originaire du bassin méditerranéen. Et cette plante, petit à petit, eh bien, est sortie de son bassin d'origine et elle envahit les coteaux ensoleillés, même ici dans la région de Nancy. Elle a besoin de soleil, elle a besoin de lumière. Elle est toxique de la tête aux pieds, des racines jusqu'au bout des feuilles. Les fleurs, les graines aussi sont toxiques. Et on peut l'utiliser comme médicament? C'est vrai que dans la graine du cytise, eh bien, il y a ce qu'on appelle des alcaloïdes, on en a déjà un petit peu parlé. Il y a aussi des tanins, puis plein d'autres choses. Et ces produits agissent sur le système nerveux central. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils agissent, ces produits, plutôt comme calmants. Ce qui fait qu'on va les utiliser auprès de gens qui sont irritables, mais de façon excessive. Ça peut aussi servir à calmer les maux de tête, les migraines. Mais ça peut aussi apporter aux gens qui sont mélancoliques un petit peu de bonheur artificiel en quelque sorte. Hein. Donc vous voyez, ça c'est vraiment l'affaire de spécialistes. Mais quand même, il y a dans les remèdes populaires des utilisations qui sont faites à partir des feuilles. Moi je ne donne pas de recette avec cette plante parce qu'elle est vraiment trop dangereuse. Il est même d'ailleurs déconseillé de la planter près des jardins publics, près des lieux où il y a des enfants, parce qu'il suffirait qu'ils ramassent une graine, qu'ils la mangent, et ils peuvent être intoxiqués. Qu'est-ce que vous avez retenu de notre balade? Bah, que les plantes, parmi les plus belles, il y a aussi les plus dangereuses. Ouais, c'est vrai. Que aussi chaque plante a son histoire et ça peut nous révéler beaucoup de choses sur elle. Ouais, ça c'est juste aussi, c'est bien. C'est vrai que les histoires sur les plantes nous donnent des indications. Mais ces histoires, elles remontent de plusieurs millénaires pour certaines. Hein. C'est nos ancêtres qui, petit à petit, ont appris à connaître les plantes, souvent à leurs dépens. Aujourd'hui, on travaille avec des appareils, on peut regarder tout à fait dans l'infiniment petit, grâce à des appareils sophistiqués, et on parle de molécules. Nos ancêtres n'avaient pas ça. Eux, ce qu'ils avaient, c'était leur bouche pour goûter, leur nez pour sentir, leurs doigts pour palper. Mais au fil du temps, petit à petit, ça s'est affiné et ça donne une médecine populaire qui est cohérente, qui fonctionne bien. Et à côté de ça, et avec ça, il y a une médecine beaucoup plus scientifique. Et c'est vrai que celle-là est riche d'espoir aujourd'hui.